Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter une grande professionnelle de la politique. Et Marie-Lise Lebranchu, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Mieux que mon pays, sans doute. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous invite, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Vous avez un très beau parcours. Vous avez été député-maire de Morlaix de 97 à 2017, avec une interruption quand vous étiez au gouvernement Jospin. Vous avez été ministre des PME et de l'artisanat. Vous avez été garde des Sceaux. Alors, les PME, c'était 97-2000, la place Vendôme 2000-2002. Vous êtes revenu à la fonction publique, non plus sous Lionel Jospin, mais avec François Hollande de 2002 à 2016. Et puis, pour vous, la retraite n'existe pas, donc vous continuez à être très active, notamment à l'Institut de gouvernance publique, c'est ça? C'est ça. Et vous nous direz un peu quels sont vos travaux. Donc, pour vous interroger, Anne-Catel Mousset, qui est chef du service économique au Télégramme. J'avais un peu envie, peut-être au départ, de vous poser un peu une question intimiste. Quand vous voyez votre parcours, vous avez démarré avec Marie-Jacques, dont vous étiez l'assistante parlementaire. Ça ne nous rajeunit pas. Quand vous voyez le chemin parcouru, qu'est-ce qui a changé en Bretagne en Bretagne, il y a une transformation profonde. Moi, j'ai connu la Bretagne qui commençait à remuer, à chercher ses orientations économiques majeures. On sortait d'un travail absolument remarquable que je crois n'avoir trouvé nulle part ailleurs, qui était le schéma de structure du Nord Finistère. C'est-à-dire à la fois la CICAD Saint-Paul-de-Léon, et propose à l'ensemble des maires de travailler, y compris à Georges Lombard, maire de Brest, sur qu'est-ce qu'il faut à la Bretagne pour qu'elle s'en sorte. Et on débouche sur la création d'une université à Brest, demandée par les paysans, comme ils tenaient à se faire appeler, et les quatre voies. C'est-à-dire qu'on a un engagement profond. Un élan. Oui, mais avec un engagement. C'est-à-dire que les gens ont leur travail et en plus donnent du temps pour se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on est dans un bon moment, malgré les quelques accidents économiques qu'on peut avoir. Alors non, justement, c'est un peu la question, c'est pour ça qu'on vous reçoit, c'est que finalement, aujourd'hui, la classe politique donne une image d'elle qui n'est pas très bonne. Anne-Catel, notamment à l'occasion de la discussion sur le budget. Ma question, c'est est-ce que là, vous avez le regard extérieur, vous avez été ministre, vous avez connu cette Assemblée nationale, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on aura un budget à la fin de l'année? Oui. Oui, on aura un budget. Enfin, il va être voté. Il ressemblera à quoi alors? Je ne suis pas Madame Irma, comme on dit tout le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer en fin de journée, aujourd'hui, le week-end, dans 15 jours, dans 3 semaines. Personne ne peut plus le dire. La grande différence, c'est qu'autrefois, quand on rentrait en séance budgétaire, on savait bon an mal an comment on allait en sortir. Ce qui n'est plus le cas parce que ce sont les électeurs qui ont fait un choix. Et un choix important, c'est d'avoir des blocs différents. Avant, on avait en général une majorité, une ou deux petites oppositions, une grande opposition, une petite, qui était peut-être le début de l'extrême droite. Mais c'était simple. C'était simple. Il fallait se battre pour ses propres convictions, pour ses propres engagements, s'adapter à la situation. On a vu beaucoup de revirements possibles à cause des subprimes américains ou après la crise du Covid, bien sûr. Mais vous avez une assemblée que je n'ai jamais connue. Je n'ai jamais connu ça. J'ai connu des moments difficiles, j'ai connu des remises en cause profondes du système bancaire. Est-ce que c'est bien, cette fragmentation? C'est quand même très compliqué. Sauf que ce n'est pas les politiques qui peuvent régler le problème. Je pense que c'est un choix qui nous conduit, me semble-t-il, si on est raisonnable, qui nous conduit à minima une forme de proportionnel. Si on continue comme ça, à avoir des votes qui s'éparpillent avec des blocs qui ne peuvent pas se rencontrer, ça nous conduit à la raison et la proportionnelle. Mais, en revanche, si on reste là sans culture du compromis et non pas de la compromission, c'est toujours l'erreur qu'on peut faire en ce moment, on va balbutier sur des textes qui vont sortir
et parfois être plein de contradictions quand même. Il y a une question. Mon problème, c'est la contradiction. Catel voulait vous poser une question peut-être sur le coût du CICE, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, François Hollande a quand même... Il y a eu des virages dans la période socialiste. D'abord, François Mitterrand, le cap de la rigueur en 83. François Hollande, la politique de l'offre, le CICE qui a finalement été critiqué. Là, il y a eu beaucoup de critiques récemment sur le coût, parce que là, comme on regarde tous le budget, tout le monde devient spécialiste des finances publiques, donc on regarde tous, et là, tout le monde dit, le CICE, c'est tant de milliards tous les ans. En plus, la facture n'a fait que gonfler au fil des années. Et ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas été mis en place dans les critiques de contrepartie à l'époque de la création pour les entreprises. A été donné aux entreprises. Voilà, ça a été de l'argent. Et donc, est-ce qu'il aurait fallu mettre des contreparties ? Oui. Il aurait fallu mettre des contreparties. Lesquelles ? Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et un des grands patrons que je rencontre, pour ne pas le nommer, c'était l'adjoint du président de Carrefour, me dit « On va attendre, pour utiliser cette manne financière, on va attendre vos garanties, vos conditions, votre demande d'engagement. » J'ai dit « Il n'y en aura pas. » Et il me disait « C'est pas possible. Vous n'allez pas faire ça. » Il n'y croyait pas, c'est-à-dire personne n'y croyait. Et les contreparties sur l'emploi, sur les égalités salariales, sur les progressions, sur la disparition des trappes à bas salaire, sur l'emploi des seniors, déjà, question importante à l'époque. Ça pouvait s'écrire. Et ça pouvait s'écrire, à mon avis, sans opposition majeure des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs n'attendaient pas. C'est la tendance française, alors. N'attendaient pas cette... La tendance, c'est le carnet de chèques, on ouvre les vannes. Je crois que c'était pas... j'ouvre mon carnet de chèques. Non, c'était je suis inquiet. Le président de la République française, François Hollande, était inquiet, profondément inquiet. Rappelons-nous ensemble du taux de chômage. Problème de chômage très structurel qui touche les jeunes, mais qui touche aussi les seniors, mais qui touche les jeunes. Et cette volonté de faire du chômage, je dirais, la réussite de son mandat. Et donc, à partir de ce moment-là, la politique de l'offre passe par le CICE, la garantie aussi du crédit impôt recherche dont on ne parle jamais, mais qui est aussi très important, sans contrepartie. Et du coup, d'ailleurs, les effets bénéfiques arriveront, mais après qu'il soit parti de l'Élysée. C'est Macron qui va en bénéficier. Mais je crois que cette volonté de sortir du chômage a été plus forte que la raison. Et je pense que nous avons manqué collectivement d'un peu de raison en disant on doit à l'ensemble des citoyens français, parce que qui paye le CICE, c'est l'ensemble des citoyens français, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'Élysée, on leur doit des garanties sur cette dépense importante. Deuxième grand dossier, très lourd dossier, puisqu'il pèse beaucoup dans le déficit actuel, c'est le dossier des retraites, de Catel. Oui, parce que vous aviez déclaré au Télégramme, j'ai sorti la boîte à archives, en 2017, pour un peu votre bilan de la retraite, vous aviez déclaré « On a sauvé le système des retraites ». Oui. Je suis obligée de vous poser la question, quelques années après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que, du coup, la réforme, elle n'a pas sauvé le système des retraites, on est d'accord ? Alors, la réforme, elle était évolutive. C'est-à-dire que vous avez noté aussi dans vos archives que la durée de cotisation ne s'arrêtait pas à 2017. C'est-à-dire qu'on avait des étapes qui permettaient d'augmenter la durée de cotisation en prenant des critères de pénibilité qui, pour les gens qui travaillent dehors, pour les gens qui portent des charges lourdes, pour les aides à la personne qui sont des métiers difficiles, de ne pas être touchés par ces nouvelles augmentations d'annuités nécessaires. Donc c'était quelque chose d'assez juste, en particulier pour ces métiers pénibles. Mais Emmanuel Macron fait, à mon avis, une erreur majeure, c'est qu'il fait sauter les critères de pénibilité. Donc si on laisse courir l'augmentation des annuités nécessaires à partir à la retraite, l'âge, bien sûr, l'âge est bas, mais les gens n'atteindront l'âge de départ à la retraite qu'à 68, 69, 70 ans peut-être. Et donc, la première erreur, c'est de faire sauter les critères de pénibilité au titre que c'est difficile. Je pense que quand on est à l'ère de l'informatique, on est capable de régler ce type de problème. On fait sauter les critères de pénibilité et du coup, la réforme Touraine ne peut pas s'appliquer de façon juste. Et au lieu de partir sur son dossier de retraite à points, c'était pas bien la retraite qui se à points, défend, ça marchait pas qui mieux se défend. Honnêtement, je ne suis pas. Il fallait être audacieux quand même. Il fallait être audacieux. Je ne suis pas capable. Je connais bien la position de la CFDT. J'ai lu
les documents de la CFDT, mais je ne voyais pas forcément comment on arriverait à cette retraite à points assez vite. Et lui, me semble-t-il, sent la même chose, la durée, et donc du coup choisit une borne et met tout le monde dehors. Et je veux dire, à partir de ce moment-là, c'était fini. Le train à grande vitesse était parti sans frein, quoi. Et on arrive à cette situation où vous avez un constat qui est juste. Il y a un problème d'âge, mais un constat auquel il manque la pénibilité. C'est-à-dire que moi, je peux encore travailler. Je n'ai pas porté des charges lourdes, je n'ai pas travaillé dehors. J'avais un métier, une fonction intéressante. Vous-même n'avez peut-être pas envie d'être en retraite demain matin. Mais il y a des gens pour qui c'est grave d'attendre un an de plus. Je pense à l'agroalimentaire en Bretagne, par exemple. Donc, on fait une erreur majeure, c'est-à-dire qu'on refuse de travailler sur la dissociation entre un certain nombre de métiers, pénibles ou pas pénibles. Et là, on coule. Le poids des retraites, des pensions dans le PIB de la France, ça va aller crescendo dans les prochaines années, parce que les gens partent à la retraite, vivent plus longtemps. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème de justice presque entre les actifs et les retraités qui va se poser dans les années à venir, dans le sens où on a des retraités qui ont un niveau de vie actuel meilleur que les actifs. Donc on est sur une retraite par répartition où on demande aux actifs de faire des sacrifices pour des retraités qui, je ne parle pas des petites pensions, etc., mais où il y a beaucoup de retraités qui vivent mieux que les actifs. Et parce que j'ai ressorti la boîte à archives, en 2018, vous manifestiez à Morlaix contre la hausse de la CSG sur les pensions. C'est aussi demander aux retraités peut-être de faire un effort aussi pour cet équilibre de système de retraite. Moi, je suis d'accord pour que les retraités fassent un effort, mais pas tous. Moi, j'ai défendu une CSG progressive, parce que je pense CRG et CRDS, il faudrait voir sur l'ensemble des revenus, pas seulement sur le travail, donc il faudrait prendre les deux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de progressivité. Je trouve que, personnellement, moi, retraité, je ne paye pas assez par rapport à quelqu'un qui a une petite retraite. Je ne contribue pas assez. Et je pense qu'au lieu de dire, comme l'a dit Pierre Moscovici il n'y a pas très longtemps, il faut que les retraités qui ont suffisamment de revenus payent une franchise médicale, par exemple, plus importante, ou un impôt encore plus important. Oui, peut-être. Sauf que moi, je préfère une progressivité entre ceux qui ont le moins et ceux qui ont le plus, et je pense que là, on règle les problèmes. Sauf que vous avez maintenant en France, et je ne me l'explique pas, une sorte de difficulté à dire que, je prends que les retraités, avant d'autres sujets, les retraités, je ne peux pas comparer celui qui a 1 000 euros, que je vois tous les vendredis au Secours Populaire, et celui qui a 5, 6 ou 7 000 euros dans son foyer. Pourquoi celui qui a 5, 6, 7 000 euros ne pourrait pas payer plus ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas progresser ? Il y a un tabou. Il y a un tabou en disant oui, mais il a travaillé beaucoup. Oui, certes, il a travaillé beaucoup. Les retraités votent beaucoup, ce tabou ? Alors, il y a les retraités votent beaucoup, mais très honnêtement, je pense qu'on ne parle pas vrai. On ne parle pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phrases globales. Non, mais il y a aussi le fait qu'on est dans un système économique qui a montré un peu ses limites en termes d'assistance, de redistribution par rapport à une moyenne européenne, et qu'en tout cas, ce discours est moins audible globalement, et donc il est indifférencié. C'est-à-dire qu'il y a un rejet à l'impôt qui est indifférencié aujourd'hui. Mais il y a quelque chose... C'est ce qu'avait dit Mme Thatcher à une époque. Oui, je me souviens. Mais il y a quelque chose de vrai aussi. C'est qu'on est en train de pleurer collectivement parce qu'il y a trop d'épargne. C'est pas celui qui a 1 000 euros qui fait de l'épargne. C'est celui qui est d'après les chiffres que j'ai lus, les couples de retraités au-dessus de 4 000 euros font énormément d'épargne, après avoir donné à peu près l'équivalent de 350 euros par mois à leurs enfants pour les aider. Il y a un vrai sujet. Après, on dit oui, mais cette épargne-là, on la préférerait plus active. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec des prélèvements progressifs, y compris avoir un petit peu d'argent, je ne sais pas moi, pour faire une politique industrielle ? Autre gros dossier, vous êtes occupé de la décentralisation sous François Hollande. Vous m'avez d'ailleurs dit que vous aviez refusé d'être présidente de l'Assemblée parce que visiblement cette ambition vous passionnait. Vous aviez une petite question sur le millefeuille territorial, si j'ai bien compris. Alors voilà, quand on veut faire des économies, tout de suite arrive le mot millefeuille territorial. Est-ce qu'il faut supprimer un échelon ?
Ou est-ce qu'ils sont tous indispensables On sait que Jean-Michel Baillet est intervenu, donc le patron de la Dépêche du Midi, auprès de François Hollande pour qu'on ne supprime pas le département. Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian, qui craignait peut-être de ne pas être élu, a dit qu'il ne voulait pas qu'on adjoigne, enfin qu'on réunifie la Bretagne, en clair. Voilà, bon. Tout à fait, c'est juste. Les choses sont dites. Voilà. Mais je crois que ce qui n'a pas fonctionné dans ce texte, qui n'est pas abouti, à mon sens, c'est que François Hollande, qui est un élu local à la base aussi, qui connaît bien ces sujets, m'a dit « Tu vas interroger l'Association des maires de France, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des intercommunalités de France, l'association de France urbaine, France rurale, France littorale. » En tout, il y a eu 126 réunions de concertation. Les élus ne se sont pas mis d'accord entre eux. C'est pour ça que j'entends beaucoup d'élus de différents échelons dire il faut une réforme. Il y a un moment où il faut mettre les maires, enfin l'Association des maires de France, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et les intercos autour de la table en disant qu'est-ce que vous voulez ? Parce que chacun dit moi je veux faire l'économie, moi je veux faire la mobilité, moi je veux... Non. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez et quelle réforme fiscale ? Parce qu'on ne pourra pas continuer à donner des compétences à des collectivités si elles n'ont pas d'autonomie financière. Tout le monde le dit. Oui, mais quand on dit autonomie financière, on dit fiscalité. Quelle fiscalité ? C'est pour ça que la réforme de François Hollande a été un demi-échec, finalement. Et autre question, vous êtes contre la justice, évidemment, vous êtes battu contre la justice toute votre vie. Vous avez mené un combat, quand même, assez singulier contre la direction du Crédit Mutuel à une certaine époque. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il en était et ce à quoi vous êtes arrivé ? Vous étiez un peu seul contre tous. Oui, j'ai un grand sentiment de solitude, mais c'était tellement intéressant que ce n'était pas lourd à porter. Le Crédit Mutuel, dans son ensemble, est organisé en fédération. Pour faire court, des blocs, le Crédit Mutuel de Bretagne a sa propre autonomie à l'intérieur d'une confédération. Et le Crédit Mutuel de Bretagne avait décidé de se détacher de la confédération au titre qu'il serait plus libre, plus efficace, etc., etc. Et je me suis battue contre, parce que je pense que le Crédit Mutuel de Bretagne, tel qu'il était trop petit. Et rappelez-vous, nous sommes, il y a quelques années maintenant, quand ça commence, à un moment où, y compris la Banque Santander espagnole, cherche à acheter une entrée en France. Il y a vraiment beaucoup de mouvements au niveau des banques en Europe. Et moi, je pense qu'on se fragilise en se coupant de la Confédération qui est là pour vous aider s'il y a un problème. Il y a une solidarité entre les fédérations. Si une fédération a un problème, la Confédération arrive en support, ce qui permet au Crédit Mutuel de Bretagne, par exemple, de tenir la tempête. Et il y a eu une tempête. Et il y avait aussi un petit combat contre... peut-être la volonté d'abandon plus ou moins avouée du mutualisme. Je pense que le Crédit Mutuel de Bretagne ne pouvait pas sortir sans abandonner plus ou moins, parce qu'il fallait peut-être qu'il envisage des alliances. On n'était pas garanti de son autonomie à long terme. Personne ne pouvait le garantir. Et pour moi, le mutualisme, comme la coopérative pour le Crédit Agricole, je pense dans un monde aussi chahuté que celui des finances publiques, qui ont un impact sur les finances privées, bien évidemment, avec quelques crises qu'on a déjà connues, dans ce monde-là, il vaut mieux être solide. Vous aviez plutôt l'oreille de Bercy à l'époque ? Alors, j'avais l'oreille de Bercy, oui. J'avais l'oreille aussi de Madame Lagarde, un certain nombre de personnes qui pensaient comme moi, mais avec plus de compétences que moi, donc qui me confortaient dans cette idée que sortant d'une crise comme celle de 2008, parce que nous n'étions pas très loin de celle de 2008, et rentrant dans des turbulences géopolitiques et financières en même temps, il valait mieux avoir des garanties. Alors, tout ça est rentré dans l'ordre maintenant avec le nouveau président Julien Carmona. Sur les entreprises Burton and Cattell. Oui, je me demandais, parce que vous les connaissez bien en tant que ministre des PME. Est-ce qu'il y en a certaines là actuelles qui vous bluffent? Des PME bretonnes, vous les suivez, continuez à les suivre? Il y a des belles sagas quand même. Moi, je suis une inconditionnelle des marinas, parce que c'est là où on ne nous attendait pas. Je rends d'ailleurs hommage à Gwenaël Buy, qui avait eu cette idée de faire sortir des doctorants
du giron de la recherche pour qu'ils créent des entreprises. Je crois que sur la biologie, on nous attendait peu. Mais je pense qu'autour de la défense, du numérique, de tout ce qui est micro aujourd'hui, on est très fort en Bretagne. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure d'évoquer une vraie politique industrielle sur la défense. Voilà. Moi, mon grand regret, c'est que la France a lâché ce qui est la politique industrielle dans les années 90. Quand je suis rentré au gouvernement, je m'occupais des PME, mais je m'occupais aussi du commerce. Il y avait par exemple le CNC, Centre national du commerce. Qui ont joué un rôle non négligeable, notamment. Et donc, le choix a été fait de quitter la production, partage international du travail, et de devenir la capitale des services. Or, la capitale des services, c'était quand même une vue de l'esprit d'imaginer que les États-Unis ou la Chine ne prendraient pas aussi les créneaux des nouveaux services. Ça le Fab L'Est. Fab pour fabrication, l'Est moins de fabrication. En fait. Et donc on est parti sur cette idée que l'économie des services était l'économie de demain. La réindustrialisation est extrêmement laborieuse. Et on a préféré donner la production à d'autres. Vous êtes à l'Institut de la gouvernance publique, dont le président est Jean-Paul Huchon, qui travaille pas mal avec Sciences Po. Vous êtes lancé dans un travail sur la colère des gens. Mais tout le monde est en colère. Justement, mon idée aujourd'hui, c'est que... Tout le monde est en colère à un moment de sa vie. Tout le monde est en colère. Et qu'est-ce qu'on fait? La colère, c'est une émotion. Les émotions, j'ai envie de dire, c'est utile pour construire une personnalité, sans aucun doute. Mais c'est pas utile pour sortir de la raison de la colère. Et je crois qu'il faut peut-être arrêter, y compris lorsqu'un grand politique a dit « je suis en colère », je me dis c'est pas la meilleure chose. Philippe. Bien évidemment, on peut être en colère tous les matins. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de la colère? Comment on en sort? Par exemple, en Bretagne, il y a beaucoup de colère sur les déserts médicaux. Mais les déserts médicaux n'existeraient pas si on avait gardé les internats dans les hôpitaux régionaux comme Morlaix ou d'autres. Pourquoi? Parce que les internes, ils commençaient leur vie personnelle, familiale. Un premier enfant naissait, il allait à la crèche ou à l'école. Et l'interne restait s'installer pas loin de Morlaix. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous parlez de colère. 54% des Français, selon un sondage Libération, paru il y a une quinzaine de jours, laissent entendre qu'ils sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Et ils sont 47% à considérer qu'il est capable de gouverner. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai peur de ça. Mais pas peur au sens mon pays va s'écrouler, c'est la fin du monde. Il va y avoir des bruits de bottes. C'est pas ça. Je pense que le Rassemblement national... J'ai peur du populisme. J'ai peur du populisme de manière globale, peur du populisme du RN, parce que le RN est à la fois... ils sont les rois du populisme. Et ils parlent à tous les gens qui sont en difficulté, et en même temps proposent un modèle économique très libéral, qu'ils ne pourront pas financer si... Enfin, les deux, hein. Ils ont un discours étatiste aussi. Voilà, et ils ne pourront pas garder ces deux bois au feu. C'est pas possible. Donc, il y aura forcément des déceptions. Et j'ai peur que, pour éviter les déceptions, on en fasse énormément sur les questions de liberté. Sur les questions d'immigration, bien évidemment, mais surtout sur les questions de liberté, parce que je crois que l'immigration n'est pas assez... débattu. Oui, il y a des tabous, il n'y a pas de vrai débat sur l'immigration. Une dernière question, Catel. Oui, en tant qu'ancien garde des Sceaux, qu'est-ce que vous pensez de Gérald Darmanin qui va rendre visite en prison à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est son rôle? Il y a déjà 15 jours. Oui, c'est ça, mais... C'est pas une bonne idée. Je pense que... C'est un réflexe presque humaniste. Il a le droit humainement de penser à la douleur de Nicolas Sarkozy et de ses proches, bien évidemment. Moi, je suis allé très souvent visiter des établissements de détention, maisons d'arrêt, enfin, je dirais prison de manière globale. J'ai beaucoup discuté avec des détenus, j'en ai réconforté parfois, mais c'est très différent d'utiliser le fait qu'un garde des Sceaux peut rentrer dans un centre de rétention, d'une prison, une maison d'arrêt, peu importe, quand il veut, comme il veut. Mais pour finir, toutes ces attaques, je n'aurais pas fait ça. Toutes ces critiques contre le gouvernement des juges, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les magistrats prêtent le flanc? Non. Jamais? Non, jamais. Le syndicat de la magistrature, jamais? Le syndicat, qui est un syndicaliste? Le mur des cons, non? Pardon? Le mur des cons?
Oui, le mur des cons, je veux dire, qui est un syndicaliste qui écrivent ou qui disent des conneries, permettez-moi d'être vulgaire et je m'en excuse quand même, ça peut arriver à tout le monde. En revanche, quand il y a un jugement, quand il y a un procès, quand il y a toujours une loi derrière. Et je pense que la question, à chaque fois qu'on doit poser, c'est ont-ils appliqué la loi? Ils ont appliqué la loi. Après, ce n'est pas les magistrats qui font la loi, mais c'est les magistrats qui sont non seulement en droit, mais qui doivent l'appliquer. Donc il faut faire attention. Merci Marie-Lise Lebranchu de votre contribution. C'est plus d'un quart de siècle d'histoire politique de la Bretagne et de la France à travers vous. Merci Anne Cattel. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le Café du Commerce. À bientôt. Bon week-end.